Autre petite douceur dans le domaine de la gastronomie, excusez-nous d'avoir commencé par les desserts, c'est la viande de Bazas, une des meilleures de France, dit-on. On la doit à un superbe animal qu'on bichonne amoureusement pour les concours agricoles du sud de la Gironde. C'est une race jaillie d'un autre âge. Là-bas, au sud de la Gironde, près de l'ancien archevêché de Bazas, survit le basadé, un bovidé puissant au cul calipige et au dos ondulant capable de tracter des montagnes. Castré à 1 an, il mène une vie de prince dans les pâturages vallonnés. Et c'est ainsi que Bimbin, plus d'1 tonne à l'œil, 1,60 m au garrot, 70 cm d'envergure de corne, sera bichonné pour sa fin de roi. On va faire la finition là, maintenant. Il a le poil d'hiver, comme on dit, il garde son poil d'hiver. Et au fur et à mesure qu'on l'engraisse, parce qu'il faut dire qu'ils ont quand même 6 mois d'étable, et il perd son poil. Mais en les triant un peu tous les jours quand même. On y passe du temps, on y consacre du temps. Il faut aimer faire ça. Alors la couleur, il faut qu'elle soit comment en réalité? Un gris bleu, avec une belle pelle de corne jaune et autour des yeux blancs. Là, l'entrecôte, tu vas voir un peu là. Et en cette veille de concours, consciencieux, le boucher de Bazas, qui a acheté la bête sur pied, vérifie une dernière fois la qualité de l'animal. C'est sa couleur gris, d'un gris bleu, les formes, après sa tête, le tour des yeux, les cornes qui partent toutes les deux du même sens, une pas plus haute que l'autre. C'est des critères quoi, qui j'espère seront bien jugés. Le grand jour est donc arrivé pour Bimbin, qui vient de sympathiser avec Gazon, son coéquipier de fortune. Moment crucial, la pesée qui confirme bien que parmi les 14 concurrents, il reste le plus lourd. 990. 990. Enfin, voici la touche finale, la couronne de roi Basadé, et en bout de croupe, l'inévitable ruban républicain. Est-ce qu'il a passé une bonne nuit, Bimbin? Ah là, je pense, j'espère. Maintenant, moi, je ne suis pas resté avec lui toute la nuit quand même. Je l'ai soigné hier soir et ce matin, c'est tout. Hein. Mais ce matin, il n'a pas mangé beaucoup de farine. Hein. Ouais. Non. Il est un peu anxieux? Déjà, hier, on l'a sorti pour le tondre et le laver. C'est pas son habitude. La parade peut donc commencer. Les 7 paires de bœufs font mirer leurs plus beaux atours à la population admirative qui compte, on s'en doute, de fervents amateurs d'entrecôte. Formidable, imbattable, cétane. Si vous voulez manger de bonne viande, venez à Bazas. Le bœuf basadé, imbattable. Et devant tant d'éloges, les éleveurs flattés commencent à ressentir au fond de la gorge une petite soif que les cafetiers attentifs s'honorent d'étancher. Ah, merci. Eh bien bon, ma folle, ça c'est la tradition. On boit un coup partout où l'on passe. Mais coco comme sous le monde dans cette année. Ah, coco qui n'est pas bien arrivé. Ce qui veut dire? Il y a des fois qu'on a chaud aux oreilles. Autre tradition que ne peuvent manquer les éleveurs, la présentation de l'animal devant les clients de leur boucher, fiers comme des artabans. Ah, boucher, ah, tu vas bien? Ça va. Ah, toi, en fait. Tu as vu ton œuf, il est bon, il est bon. Et la bouchère, elle monte pas, vous la remonte. Ultime étape, sur la place de la cathédrale, le moment de vérité pour le prix du plus beau bestiau, prix de race, prix de viande bouchère et surprise, Bimbin le favori n'est pas au tableau d'honneur. Moi, au point de vue tête, je le voyais mieux que le premier prix. Parce que l'autre, il a quand même un corne, on le voit, un corne vers en bas et l'autre vers en haut. Que l'autre, les deux cornes bien pareilles. Il a le plus jolie tête. Bon. Question robe, ils se font pas grand mal. Alors c'est à discuter. Mais Francis, qui a déjà gagné plusieurs prix, n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il faudra encore compter sur lui, ici, l'an prochain, pour Carnaval. Alors pour parler carnaval, justement, on va maintenant aller faire un grand voyage en Martinique. Au moment du carnaval, c'est une fête extraordinaire sur toute l'île. Il n'y a plus ni tabou ni limite à Fort-de-France et ailleurs. Et pour entraîner le défilé, eh bien, ce sont souvent les papis et les mamies martiniquais qui se mettent les premiers sur leur 31.
On les appelle ici les personnes de grand âge. Mais Élie et Olga s'en fichent complètement de leur âge. 70 printemps, et alors? Cet après-midi, les stars, ce sont elles. Le carnaval commence à Saint-Pierre, nos cendrillons ouvrent le bal. Alors croyez-moi, ça va zouker. Les jeunes de maintenant ne connaissent rien. Alors, on les apprend. Vous leur apprenez quoi? On les apprend à faire le carnaval, à apprendre à sortir et à habiller en grande personne. Parce que les enfants de maintenant ne connaissent plus les grandes personnes d'avant. Et vous aimez bien faire la fête? Ah oui. Elles s'en vont donc au bal en grande personne, c'est-à-dire habillées en costume traditionnel. Toutes grasses dehors, elles ont bien l'intention de faire chavirer les cœurs. Est-ce que ça drague pendant le carnaval? Eh bien oui, ça va marcher. Ça va marcher. Vous pensez que vous allez faire des conquêtes? Aujourd'hui, ça va marcher, oui. Et c'est parti pour un marathon de plusieurs heures. Toutes les délégations des communes d'alentour sont là. Une sacrée assemblée de danseurs hors pair. Question d'expérience, bien sûr. Comment vous vous sentez? Vous êtes fatigué? Non, 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 je ne suis pas fatiguée. Et c'est comment l'ambiance? Quoi? C'est comment l'ambiance? C'est bien, c'est bien. Vous aimez danser? Mais oui, mais oui. Alors vous partez pour le prochain carnaval? Eh bien, si Dieu veut. Et puisque les personnes de grand âge donnaient le mauvais exemple, toute la ville a suivi. La fête ne faisait que commencer. Le coup d'envoi est parti de nulle part. Une vague de chaleur qui monte, le défilé vient de commencer. Rouge, impérativement. Une seule couleur est de mise à Fort-de-France pour Mardi Gras, celle de l'exubérance tropicale africaine. On les trouve souvent en tête de cortège. Ils sont une réminiscence des temps de l'esclavage, une figure traditionnelle du carnaval, les negocios, les nègres au sirop. C'est une espèce de truc formé avec du sucre, de l'eau et du charbon. Et ça représente quoi? Alors les nègres de la canne à sucre, tout ça. Parce que tout est permis, il arrive même que d'honnêtes pères de famille se transforment en étranges créatures. Je suis déguisé en femme. Le terme cette année c'est Ziggy. Et Ziggy c'est un Makoumé. Makoumé ça veut dire des PD. Et dans la vie? Non, dans la vie, non. Je suis réel, je suis un homme dans ma vie. Et là pourquoi vous vous déguisez en Ziggy comme ça? Mais parce que j'ai envie, ça fait l'ambiance du carnaval, c'est la culture, c'est la tradition. Mais la tradition essentielle, elle est dans le rythme. Danser jusqu'à s'écrouler peut-être. En tout cas, tout oublier. Le carnaval, ici, est fait pour cela. Déchirer. Ça veut dire quoi, déchirer? Ben c'est se donner à fond, quoi. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de complexe, il n'y a plus rien, on se défoule. Et après avoir enflammé le centre-ville, le défoulement continuera jusqu'à l'aube. Un homme qui aime beaucoup la nuit, les filles et la fête, c'est un grand peintre français, Toulouse-Lautrec. Il s'est beaucoup inspiré, vous le savez, de la vie parisienne, mais il doit beaucoup également à sa ville natale, Albi. Et au musée d'Albi, il y a la plus grande collection des œuvres de Toulouse-Lautrec. Au château du Bosc, à 50 km d'Albi, c'est mademoiselle Nicole Tapier de Céléran, petite nièce du peintre, qui vient vous accueillir. Cette propriété familiale qu'elle fait visiter au public a servi de décor aux vacances du jeune aristocrate. Descendant des comtes de Toulouse qui se sont illustrés aux croisades, Henri de Toulouse-Lautrec hérite de ses ancêtres un nom, mais aussi un talent artistique. Dans la bibliothèque, des livres sur la peinture accompagnent un premier prix de dessin de son père. D'ailleurs, Lautrec disait très modestement « Papa dessine bien mieux que moi ». En fait, dans cette vieille famille de hobereaux du sud-ouest qui vit essentiellement de ses terres, le dessin était avec la chasse et l'équitation un passe-temps favori. Le soir à la veillée, le jeune Lautrec, voulant imiter son père et ses oncles, eux-mêmes fort artistes,
crayonné, et si on lui enlevait ses crayons pour l'emmener au lit, il s'approchait de la cheminée, prenait des charbons de bois et continuait à dessiner les scènes de chasse. Un drame va pourtant bousculer cette adolescence riche et heureuse et changer le cours de sa vie. Une glissade sur le parquet à 13 ans, suivie un an plus tard d'une chute au cours d'une promenade, rendent définitivement infirme le petit Lautrec. Dès lors, sa passion pour les chevaux, il ne la vivra qu'à travers ses dessins. Cette blessure physique aiguisera bien sûr son don d'observation et influencera son style, encouragé en cela par sa mère. Au-delà des souvenirs d'enfance, certains objets deviennent alors autant d'indices, tels ce guignol avec lequel il aimait inventer des histoires et qui témoigne déjà de son attirance pour le monde des spectacles. Il était curieux de tout, et puis je pense qu'il tenait de son père aussi d'être au-dessus de certaines convenances d'une époque qui était particulièrement guindée. La ville d'Albi compte bien sûr Toulouse-Lautrec au premier rang de ses personnages célèbres. Le quartier de sa maison natale, construite sur les remparts de la vieille ville, est le lieu de pèlerinage incontournable des amateurs de peinture et d'histoire. Lautrec quitte cette région à l'âge de 18 ans pour les ateliers parisiens, mais sa mémoire s'est installée définitivement autour de la cathédrale Sainte-Cécile, le long du Tarn, où le musée qui lui est consacré abrite la plus importante collection des œuvres du peintre. Fin 19e à Paris, c'est l'apogée des bals montmartrois, des cafés-concerts et des cabarets. Toulouse-Lautrec sera le peintre de cette belle époque. Le musée possède 31 affiches originales, du Moulin Rouge à Bruant, en passant par La Goulue ou Yvette Gilbert, autant de lieux et d'artistes qui seront ainsi immortalisés. Toulouse-Lautrec invente l'illustration moderne, le dessin publicitaire, mais il est aussi celui qui pousse la lithographie au rang des œuvres authentiques. Mais ce talent d'observateur, de portraitiste, M. Henry le mettra aussi au service d'une attirance, celle qu'il a pour les maisons closes, qu'il fréquente autant pour des impératifs physiques qu'esthétiques. C'est bien sûr un peintre de bordel parce que c'est un des sujets qui l'a intéressé. Il n'était pas le seul à son époque à s'intéresser à ce genre de thème. Ce n'est pas que ça, c'est avant tout un peintre de la nature humaine. Une réputation sulfureuse qui fit qu'aucun musée national n'ait voulu prendre ses œuvres à sa mort à l'âge de 37 ans. Albi récupéra ainsi 600 dessins qui montrent que Lautrec avait anticipé la peinture du XXe siècle. On n'arrive jamais à le classer dans aucun courant. On hésite beaucoup dans certains ouvrages, on ne sait pas si on peut le mettre avec les impressionnistes et il ne l'est pas objectivement. On le met dans les néo-impressionnistes parce que c'est assez vague. Et effectivement, c'est quelqu'un qui n'est d'aucune école. C'est cette liberté de ton et de regard qui est, à mon avis, son apport principal. Une légende et des dessins ont fait de Lautrec un artiste populaire. Apprécié aujourd'hui, le génie qui se cache derrière sa peinture devrait compléter plus justement l'hommage que l'on pourrait lui rendre. Parmi nos racines, il y a aussi bien sûr l'histoire de France et nous allons maintenant évoquer la libération. Le dernier endroit de France libéré par les armes, eh bien c'est l'île d'Oléron, presque un an après le débarquement du 6 juin 1944. La libération d'Oléron, par des Français d'ailleurs, c'était le 1er mai 1945. Et ben dans la nuit du 30 au 1er mai 1945, on a débarqué au Bosmer, derrière les Bouchots là-bas, cette ligne de Bouchots. Ça cachait les bateaux. 329 jours après le 6 juin, presque un an d'attente. Et pourtant, sur l'île d'Oléron, le débarquement de Normandie avait suscité beaucoup d'espoir. On a pensé que ce serait bientôt notre tour, qu'on ne pensait pas que ça durerait si longtemps. Hein. Alors on était un petit peu impatients, et puis on aurait voulu que ça soit plus près de chez nous. On a repris espoir au mois de septembre, quand on a vu que la libération de Rochefort, Saintes, tout ça, ça s'approchait de chez nous. Seulement, en septembre 1944, les Allemands se replient dans des poches sur la façade atlantique. Sur l'île d'Oléron, ils ont une garnison de 2500 hommes. Alors, il a fallu attendre et tout l'hiver a été long pour nous. On aurait pensé, on pensait tous les jours être libérés, quoi. On avait toujours la crainte d'avoir ces Allemands là sur le dos, pas faire ceci, enfin, on avait peur. Ils nous effrayaient. Là, ils sont devenus plus durs. Ah oui, plus durs, hein.
Entre le couvre-feu imposé par la commandanture et les coups de main de la résistance, le climat est très tendu sur l'île. Arrestations, évacuations, et s'ajoutent bien sûr tous les problèmes de ravitaillement. Heureusement pour les habitants, il y a la pêche et des jardins potagers sur l'île. On se débrouille. Et comme tout le monde, les Allemands adoptent aussi le système du troc. Nous étions renfermés à l'île de Ré. Prisonniers des Allemands. Et d'un seul coup, on apprend qu'on allait être libérés. Mais on ne savait pas pourquoi. Quand nous sommes arrivés à Surgères, on nous a expliqué que les Allemands avaient redemandé la lumière qu'ils avaient plus, et c'est nous qu'on a servi de monnaie d'échange avec les Allemands. Au printemps 1945, d'autres prisonniers seront échangés contre du bétail cette fois. L'étau se resserre autour de la poche de La Rochelle. Mais quand les troupes du général de l'Armina débarquent sur l'île d'Oléron, les Allemands ne se rendent pas facilement. Les combats acharnés feront plus de 100 morts, 7 jours seulement avant la capitulation de l'Allemagne. On pensait que la guerre ne finirait pas tout de suite, on ne savait pas, on ignorait combien de temps la guerre allait durer. Et on se faisait un point d'honneur de libérer notre pays et d'avoir participé à la libération de la France. On va partir à présent dans le nord de la France, du côté de Maubeuge, dans l'Avesnois. Dans cette région verdoyante qu'on appelle aussi la Petite Suisse du Nord, on trouve des centaines d'oratoires et de petites chapelles au bord des routes, et des passionnés essaient de les sauver. Le plus ancien de ces oratoires date de 1550, d'une époque où l'occupation espagnole donne à ses habitants le goût du culte des saints, des processions et des reliques. Au bord des routes, ces petites chapelles sont toutes taillées dans la pierre bleue de cette région du Hainaut. Leur présence signifiait l'expression d'un remerciement pour une grâce obtenue, la réalisation d'un vœu ou la protection contre les catastrophes naturelles. On demande toutes sortes de choses. La protection des animaux, c'est très important parce que c'est la vie économique qui est en jeu. La prospérité, donc Saint-Éton, protecteur des animaux, mais également la protection des hommes contre les maladies, pour soigner des maux tenaces et chroniques, Saint-Sylvestre qui protège des ulcères, ou la Sainte Face qui protège les gens des maladies oculaires, et puis Notre-Dame de Délivrance qui protège les femmes enceintes. Ou encore on invoque Saint Liénard quand les enfants tardent à marcher. Il n'y a pas si longtemps, de petites chaussures étaient encore accrochées par des mères de famille sur cet oratoire situé près d'Avesnes. René Gurlinger et Robert Leclerc ont ainsi effectué des milliers de kilomètres pour répertorier et photographier près de 750 chapelles sur l'Avesnois et une partie de la Thiérache. Le phénomène s'étend d'ailleurs de l'autre côté de la frontière en Belgique. Le résultat sans doute d'un fort sentiment religieux, mais teinté d'un certain pragmatisme. Partir en pèlerinage à Walcourt, c'était 3 jours. Il fallait entre-temps quelqu'un qui reste pour soigner les bestiaux, soigner les mômes. Avec un oratoire, on venait faire ses dévotions le matin, et puis on était sanctifiés. Et comme le voulait la coutume, ces oratoires ne pouvaient sous peine de malédiction être déplacés. Aussi, les constructeurs de maisons aux alentours prenaient le soin de ne pas abîmer l'objet sacré, mais de s'en accommoder, voire de l'intégrer à l'édifice. D'autant que ces monuments privés, souvent dédicacés, devaient également refléter le statut social du propriétaire, ainsi que sa bonne santé financière. La position de l'Église vis-à-vis de ces oratoires, elle était surtout mercantile. Le nanti qui faisait ériger un oratoire se devait d'abord de payer. Et ensuite, il faisait venir le prêtre pour bénir l'oratoire. Et le prêtre, à ce moment-là, on le finançait. Le prêtre prélevait sa dîme. Certaines de ces chapelles font encore aujourd'hui l'objet de dévotions et de pèlerinages. Et si elles sont fleuries par des particuliers, entretenues par des communes ou encore complètement restaurées par des associations, la plupart d'entre elles sont laissées à l'abandon et se détériorent quand elles n'ont pas purement et simplement disparu. Il a été de bon ton pendant toute une période d'avoir dans son parc un oratoire de l'Avesnois. Alors le pillage. Et ça se fait encore, il y a même des articles dans les journaux, achète chapelle, ça veut dire achète oratoire. Les monuments de France n'ont pas encore bien saisi la valeur de ces monuments qui sont un patrimoine du Hainaut et surtout de l'Avesnois.
C'est sans doute cet attachement au patrimoine, autant que la persistance de certaines dévotions, qui font que le phénomène de ces oratoires se poursuit de nos jours. Chez ce marbrier, installé près de Bavay, 2 oratoires ont été construits et vendus cette année. Le prix varie entre 20 et 40 000 francs. On n'a jamais perdu la main parce qu'autrefois, on en faisait parfois, mais pour les assurances. Quand une chapelle était démolie par un camion de laiterie, actuellement, on les restaure un peu partout, ce qui donne pas mal d'envie, mais comme elles sont toutes répertoriées, les gens ne peuvent plus en acquérir. Donc, ils sont obligés de s'adresser aux tailleurs de pierre. Et c'est heureux. Dans tous les villages de France, il y a quelque chose de très important qu'on oublie parfois, c'est tout simplement la cloche du village. Quand il n'y a plus de cloche dans l'église, eh bien un village n'est plus tout à fait un village. Dans le Bordelais, juste avant Pâques, la petite commune de Lamarque en Médoc avait pu remplacer sa cloche cassée. Un grand moment et un grand soulagement pour tous les habitants qui n'entendaient plus le temps passer. Lamarque et ses 900 habitants vibrent pour une cloche. Leur cloche. 1200 kilos d'un bronze flambant neuf. Elle a été bénie le 5 avril. Elle sonnera bientôt. Un moment unique. C'est la première fois de ma vie, malgré mon âge. Et la première fois que je vois la bénédiction d'une cloche et l'installation d'une cloche. La bonne vieille cloche fondue en 1861 cède la place. Avec une anse cassée, elle ne peut plus sonner à toute volée et c'est irréparable. Ici, le clocher du XVIIIe siècle paraît encore solide. Il y a des clochers, c'est vraiment pas fiable du tout. Il faut écouter aussi les craquements. Depuis 1 an et demi, les gens se plaignaient à Lamarque. Un village sans cloche. Rendez-vous compte. Croyant et incroyant, c'est le patrimoine d'une commune et c'est normal qu'il y ait une cloche dans un village. Il y en a qui se fixaient pour le travail, comme ça, pour débaucher dans les champs. Ils écoutaient la cloche, alors quand ils entendaient la cloche, ils s'en revenaient à la maison, quoi. Ils rentraient chez eux. Poussée par la population, la mairie a donc voté un budget cloche, avec une aide de l'État. 70 000 francs pour la fabrication et l'installation. Le fondeur, lui, récupère la vieille cloche pour en fondre de nouvelles, et Lamarque retrouve le sourire. C'est gai, ça entraîne beaucoup de choses, ça. C'est la joie dans une commune, une cloche. On sera heureux d'entendre encore sonner. Et oui, ça c'est... Ça manquait? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Celle-ci s'appelle P9, comme l'ancienne. Elle a le même poids, la même forme, la même note. On est soulagé, Mais quand elle sonnera dimanche matin, ce sera autre chose. Là, elle ressuscitera et tout le monde avec elle. La musique fait aussi partie de nos racines. La musique, c'est parfois l'identité d'une région. Le pays catalan, par exemple, a su conserver sa langue, ses traditions, ses chants très beaux et ses danses très célèbres, comme la sardane. La célèbre sardane, elle est encore aujourd'hui l'un des emblèmes du pays catalan. De cette musique sur laquelle on danse en ronde, se dégage toujours un parfum de nostalgie. Elle est le témoin vivant d'un peuple qui a souffert sur une terre à la fois généreuse et hostile. C'est une musique qui s'écrit pas seulement avec les partitions, mais avec le cœur. Et les paroles également. Les paroles, il faut vraiment un esprit de poète pour pouvoir donner des paroles à une sardane. La
sardane parle d'amour, parle du soleil, parle de la mer, parle de mélancolie, parle de la vie et de la mort. Les sardanes, c'est la vie traduite d'un peuple. Un peuple tourné vers la mer, dont les marins et les colons de retour de Cuba au XIXe siècle amènent un nouveau style musical, la habanère, ressuscité depuis quelques années par certaines chorales. Exil, nostalgie des terres perdues. Aujourd'hui, la habanère permet à ceux qui l'interprètent de transmettre de génération en génération le flambeau de l'âme catalane. Je ressens comme quelque chose au fond de moi-même qui fait que moi, parler catalan et chanter en catalan, c'est quelque chose de magnifique. Et j'ai appris à mes fils de parler catalan et de chanter catalan, et je crois que chez eux, c'est quelque chose qui se perpétue aussi. À Perpignan, dans la communauté gitane, on chante également en catalan. Le phénomène a vu le jour il y a quelques années avec le développement de l'église.